Moi, j'ai envie de vous demander simplement ce que vous pensez d'une partie camerounaise qui allègue que l'interdiction d'entrée à Eboloa aux membres du MRC est le fait, entre autres, de la violence des propos des sympathisants et membres du MRC, est le fait de ce propos de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel lorsqu'il dit qu'il n'a pas demandé à être Bamileke et qu'il ne sait pas comment on fait pour passer un concours. On ne comprend pas une phrase comme celle-là, on ne va rien comprendre de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui allèguent comme explication à l'interdiction? Non mais quel rapport? Quel rapport des écrits de Gana? Je ne sais pas mais exactement. Mais je dirais... c'est pas la première fois, en 92, il n'y avait pas Gana. Je ne dirais pas quel rapport avec la choucroute comme disent les Français, mais quel rapport avec le macabo ou avec le plantain? Non mais sincèrement, je vois pas... Je ne vois pas... C'est des gens très lus, qui écrivent ce que je ramène là. Non mais ils peuvent être très lus, Il ne faudrait pas couper la parole à Augustin et qu'on arrête de faire un faux procès à Kamto. D'abord, c'est pas Kamto qui allait à Ebolova. C'est un fils du pays. En plus, c'est ça. Qui a organisé sa cérémonie d'investiture. Et qu'on a assigné à parler boulou. On lui a dit voilà, c'est ça. C'est ça. Donc il faut qu'on arrête. Ce n'est pas comme ça. Non. Moi, je unanime là-dessus, rien à voir avec Kamto. Mais non, rien à voir. Non, rien à voir. Est-ce que en 92, quand on a interdit l'entrée à OSDF et tout ça à Ebolova, est-ce qu'on a demandé au président Paul Biya de discréditer le propos ou bien de renier ces militants du RDPC? On ne l'a jamais fait. Pourquoi on demande aux autres de le faire? Mais pourquoi? Quand Famé Nongo dit qu'on est dans le socle granitique, qui a demandé à Famé Nongo de retirer? Quand il y en a qui disent qu'après Biya, ça sera Biya qui leur demande de retirer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question centrale, c'est une question majeure, et que pendant que on est en train d'ériger les communautés les unes contre les autres, si tant est qu'on puisse parler comme ça, ou les ethnies, les unes contre les autres, le pouvoir est tranquille. Le pouvoir est tranquille, parce que eux, ça on aura de cesse de le répéter, eux sont de toutes les ethnies du Cameroun et font bloc pour défendre leur système et continuer à s'enrichir et à appauvrir ce peuple. Et ça, je voudrais dire que dans le sud, comme dans l'est, comme dans le nord, comme dans l'extrême nord ou l'est, est-ce qu'il y a une région qui est vraiment développée, où économiquement les gens respirent, où les gens sont soignés, où les gens vont à l'école, où il y a des routes, etc. Quelle que soit la région, et même ce fameux sud-là, ces fameuses régions-là, des élus de Dieu, sont dans une précarité, dans une misère, il n'y a pas de route, etc. Tous les frères de Boulou et Wende, etc. le disent pour aller dans leur village, il faut mettre des jours et des jours. Aucune ville, chef de département n'est relié à une autre route. C'est ça. C'est ça. Mais ça, on reste dans le schéma. Oui. On reste dans le schéma colonial. On reste dans le schéma colonial. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que les gens puissent circuler, se rencontrer les uns les autres, avoir des facilités à échanger sur tous les plans et dans tous les domaines d'ailleurs. Et donc le pouvoir est resté dans le schéma colonial le plus pur, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la construction du pays au sens physique du terme. Donc ça c'est terrible. Et ça, moi je ne sais pas, en tout cas je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut. Alors moi je continue à dire des forces vives et organisées de ce pays-là qui prétendent vouloir le changement, mais aussi des intellectuels, de tous les gens qui ont voix au chapitre. Il faut qu'on fasse des vidéos. Non, mais quand je dis intellectuels, moi je dis, je considère que nous sommes des intellectuels. Nous ici, je ne parle pas de grands intellectuels connus mondialement, etc. Je parle de tout un chacun qui a une réflexion et comment dirais-je, qui envisage de façon, qui envisage un changement pour ce pays, qui aspire à un changement pour ce pays. Il faut qu'on se lève par tous les moyens. Alors effectivement, je remercie encore Guy de nous inviter dans une situation comme celle-là, et des lettres ouvertes, des pétitions, et surtout que les enfants
concernés par les exactions qui se commettent dans leurs régions respectives soient les premiers à se lever. Et ce que Joël a fait est très très bien et c'est tout à fait louable. Il faut qu'on le fasse tous. Moi je me souviens, en tant que prétendu Sawa, n'est-ce pas? Quand la statue de Doumbouya a été détruite, le chantier où devait être érigée cette statue a été détruit par les chefs Sawa et par le chef dont je suis censé être issu, Bélois, de Bali. Donc, mais je n'en revenais pas, j'étais outré. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas pris ma plume parce que j'étais tellement dans l'émotion que je me suis dit, je vais dire des choses qui vont dépasser ma pensée. Et puis après, effectivement, l'actualité aidant, on est passé à autre chose. Mais j'étais outré. C'est-à-dire que le ressentiment que Joël a exprimé là, c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'avais envie de leur dire, mais vraiment, restez avec vos histoires là. Moi, je ne suis pas Sawa. Reprenez ça. Moi, je suis camerounaise, je suis africaine. Parce que vraiment, c'est pas possible. C'est insupportable qu'au 21e siècle, on en soit encore là, alors que tout est à faire dans ce pays. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous nous manifestions de toutes les manières et par tous les moyens. Quand je dis les intellectuels, c'est pas des intellectuels forcément très connus, mais ce sont des gens qui envoient au chapitre, qui de temps en temps sont dans les médias, qui envoient des lettres à la presse, qui se manifestent dans leur région respective et partout ils peuvent le faire. Parce que ça, il faut que, de même qu'ils inoculent ce poison dans la société camerounaise, il faut que nous inoculions autre chose et qu'on montre aux Camerounais que des Camerounais, y compris issus des ressortissants de ces régions-là, sont contre. Et je suis sûr que la majorité de la population est contre ça. Elle est contre ça. C'est pas que je veux te couper. Si, tu peux y aller. Je crois que j'ai fini pour l'essentiel. Ce que doit jouer aussi la société civile, c'est que il y a une volonté manifeste. Il ne faut pas non plus croire que quand on interdit les manifestations de Maurice Kamto, du MRC de Maurice Kamto, ils le font comme ça. Il y a une volonté en filigrane de dépeindre le MRC comme un parti violent. Bien sûr. Quand vous voyez motivation, la décision qui a été rendue il y a 2 jours par le juge du tribunal administratif, des indices graves de menaces, des indices graves de menaces à l'ordre public, ça veut dire qu'on veut dépeindre le MRC comme un parti violent, comme un parti porteur de violence. Bien sûr. Et vraiment, il faut réitérer auprès des leaders de partis politiques, quels que soient les partis politiques de l'opposition, de faire un effort qui est vraiment de désavouer en leur sein tout ce qui est porteur d'une quelconque incitation à la haine. C'est un effort qu'ils doivent faire pour vraiment enlever ce petit soupçon que ça justifie qu'on veut mettre sur leur dos. Comme des partis républicains, il faut qu'ils se défassent, qui se désavouent ceux en leur sein, qui sont porteurs d'un quelconque discours haineux, d'un quelconque discours de repli tribal et communautaire. Lorsqu'ils feront ce travail-là, la société civile peut les accompagner, les accompagner véritablement. C'est à ça que sert une société civile, en disant, nous sommes dans un système déclaratif, comme on disait tout à l'heure, sur un plan légal. Le Cameroun n'a aucune raison, l'État du Cameroun, les préfets, les sous-préfets n'ont aucune raison d'interdire des manifestations. Mais il se trouve qu'actuellement, lorsque vous lisez ne serait-ce que les pages Facebook de certains du Cameroun aujourd'hui, vous tombez sur des choses. Vous vous dites, mais bien sûr, le MRC est un parti républicain. Maurice Kamto est l'homme le plus tolérant, et même ceux qui ont dépeint ce qu'il a dit au Conseil constitutionnel n'ont pas en fait ils n'ont pas compris mais immédiatement il n'y a pas c'est l'un des propos les plus humanistes qui soient. Quand je dis que nous devons faire, c'est accompagner le MRC à se défaire des comment on les a dit, des brebis galeuses qui peuvent à un moment donner du grain à moudre à ce que le régime veut mettre sur eux. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Tu veux dire quelque chose avant de passer la parole à... Non, en fait, c'était justement pour accompagner. C'était une anecdote, parce que quand Augustin le disait à la suite de Joël Didier sur la question... Parce que souvent, au Cameroun, vous êtes assigné à résidence. C'est ça. Si vous êtes Nyokon, si vous êtes Babimbi, Bombassa, si vous êtes assigné à résidence, en fait. C'est-à-dire que quand vous prenez une parole publique,
on dit un bamoun. Oui, etc. Donc, en fait, vous n'avez plus, comme citoyen, ni votre liberté, ni votre conscience, ni votre capacité à exercer sur votre analyse sur la situation du Cameroun. Il y a quelque temps, quand j'ai fait une vidéo de message au roi des Bamoun, Bomonjoya, en tant que dignitaire du régime, donc membre du RDPC, membre du bureau politique. Alors, j'ai observé quelque chose, et c'est très intéressant, parce que ça dit beaucoup sur ce que nous sommes. Y compris même dans ma propre famille. C'est pour ça que ça me touche comme ça. Vous avez des gens qui sont des lettrés, c'est-à-dire des gens qui sont des intellectuels, des gens qui ont fait de hautes études, qui trouvent le moyen de vous dire que les Bamileke ont attaqué les Bamoun parce que les Bamileke, donc Ghana et les autres, ont insulté le roi et donc il faut que les Bamoun se liguent derrière lui. Ok, je dis d'accord, jusque-là il n'y a pas de problème. Mais quel est le problème? Le roi des Bamoun, comme membre du bureau politique du RDPC sénateur, se rendait à Bafoussam comme chef de délégation permanente du RDPC dans la région de l'Ouest. Ça veut dire qu'on fait un distinguo entre ce qu'il représente comme roi. Si vous êtes roi, autorité traditionnelle, vous ne faites pas de politique politicienne. Et si vous vous engagez dans l'arène politicienne, le Bamoun, qui est entre guillemets votre sujet, n'a pas à vous suivre bêtement. Je dis non. Je dis non à cela. Quand des frères et sœurs m'ont interpellé en me disant de New York aux États-Unis, ils m'ont appelé, ils étaient très bienveillants au départ. Deux questions. La première, c'est que dans ta vidéo, oui, on t'apprécie, vraiment, tu as une fierté. Bon, je ne sais même pas pourquoi ils me disaient ça. Je ne veux pas être fier. Je ne veux pas qu'on soit fier de moi pour la bêtise. Je veux qu'on soit fier des Camerounais pour ce qu'ils représentent. Pas parce que vous êtes Bamoun, on va être fier d'un Bamoun qui vous représenterait. Je ne veux pas ça. Ça me rend impopulaire, on voudra, ça me rend pas populaire, c'est pas mon problème. Vous avez quelqu'un qui me dit, est-ce que dans ce que tu disais, le roi connaît sa tête, non, je traduis littéralement, sa tête dans les milliards, pardon, dans les milliards dont tu parles. Deuxièmement, il y a un autre qui prend la parole, qui dit, ah oui, petit frère, vraiment, je ne sais pas pourquoi, chaque fois tu fais l'histoire, oui, c'est bien, c'est éloquent, mais moi, je veux te dire que moi, je ne suis pas le frère des Bamileke, même si, bon, tu as retracé l'histoire. À la première personne, j'ai répondu ceci. Quand tu es sénateur, tu appartiens au Parlement. C'est la chambre haute du Parlement. Ça veut dire que, constitutionnellement, tu contrôles l'action du gouvernement, par voie écrite ou par voie orale. Et on va même plus loin, regardez aux États-Unis, où ils sont. Il y a des commissions. Aujourd'hui, on est en passe de destituer le président de la République des États-Unis par des sénateurs, par des députés démocrates, par donc des membres du Parlement qui contrôlent l'action du président de la République, donc de l'exécutif. C'est la même chose au Cameroun. Quand vous êtes sénateur, quand vous êtes député, il est de votre droit de demander au président de la République que ce que vous avez dit concernant le programme triennal 2015-2018, où en est-on? 8 hôpitaux régionaux de référence. 1000 forages par région, donc 10 000 forages au bout de 3 ans, etc., etc. La liste est longue. Les logements sociaux, il y en a un certain nombre. Où en est-on? C'est le rôle du sénateur, c'est le rôle du député. Et alors moi, on me demande de ne pas demander des comptes à des personnalités au Cameroun sous prétexte qu'elles seraient des monarques et donc de droit absolu. Je dis non. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à libérer le peuple d'un certain nombre de pesanteurs. Quand vous êtes une autorité traditionnelle au Cameroun, si vous voulez faire la politique politicienne au RDPC, au MRC, au SDF, sachez que vous allez rendre des comptes, d'une part. De deux, et pour rejoindre le sujet dont on parlait, j'ai répondu à mon frère que les Bassa sont dans 2 régions du Cameroun. Sont dans le Nyon-Ekele, sont dans la Sanaga maritime. Les Fulbe, les Peuls, dit-on, sont dans 3 régions. Le Nord, l'extrême Nord et la Damawa. Même quand Paul Biya a séparé la région du Nord, la grande province du Nord, le septentrion, en 3, en 1983. C'est-à-dire que l'extrême Nord, avec les Kirdis, comme on dit, qui revendiquaient, les Kirdis qui se plaignaient de l'esprit de supériorité des Peuls, les Peuls qui les avaient repoussés dans les montagnes, etc. Ça, c'est historique. Et donc, même là, ils sont dans 3 régions. Qu'est-ce qui empêche les Bamoun d'avoir leur région, mais de savoir que historiquement, ils sont liés à ceux que les Français ont désignés comme Bamileke, parce que sous les Allemands, on ne les appelait pas les Bamileke. L'expression Bamileke, ce sont les Français. C'est l'administration française. Donc, c'est daté. On est Bamileke au Cameroun depuis récemment, depuis 1916. Donc, c'est très, très récent.
Mais on est Banka, on est Bamoun, on est Banganté depuis au moins le 15e siècle. C'est la réalité. Et quand on est Bamoun, Banka et Banganté, on est liés par une fraternité historique. Et c'est la même chose dans le sud. Vous avez Calvino, le conte qui a chanté le conte que tous les Camerounais connaissent, l'albinos. Calvino, c'est un vaé. Un vaé, c'est la langue, c'est un composite de Boulou et de Toumou. Parce que dans le sud, il y a les Toumou, il y a les vaé, il y a les Fang, il y a les Fong, il y a les Boulou. Il y a des bassins. Il y a des bassins, etc. Et si à la CRTV, au journal de 20h30, on ne nous raconte pas cette camerounité-là, si on ne valorise pas ça, comment vous voulez que le petit peuple ne stoppe pas Sam Sévérin aux portes des Bolova? Comment vous ne voulez pas que des Bamoun qui n'ont jamais levé un seul petit doigt depuis ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest, se mettent à manifester à Yaoundé parce qu'on aurait chassé des Bamoun à Saint-Mélima en créant un collectif contre la xénophobie et le tribalisme du Noun? Voilà la réalité du Cameroun. Voilà des choses qu'il faut combattre. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, à la suite d'Augusta, parce que c'est notre devoir aujourd'hui. S'il faut recoudre ce Cameroun et le projeter, il ne faut plus dénier, il ne faut plus nier ce tribalisme ancré, structurel et complexe qui est en train de miner notre pays. D'accord. Alors, Maître Zdefman, vous qui n'avez pas une casquette politique ici, me permettez de poser une question qui me paraît la plus indiquée à vous et évidemment à Abdelaziz. Est-ce que finalement le RDPC, le gouvernement en place, ne donne pas raison au MRC qui ne veut plus se soumettre aux déclarations telles que la loi le stipule pour ces manifestations et pour ces meetings au Cameroun? Le RDPC n'a pas donné raison au MRC. Le MRC est légaliste. Il déclare une manifestation à tel endroit, tel jour, motif ou pas motif. Voilà, donc, mais tout simplement ce que le RDPC fait, c'est qu'il donne raison au MRC vis-à-vis de l'extérieur. D'où peut-être les sanctions. En disant que, comme disait Augustin, les libertés publiques sont violées alors qu'elles sont constitutionnelles. Mais enfin, quelle est cette démocratie où on interdit à un parti républicain de prendre la parole, de s'exprimer, de s'adresser à ses militants? Ça n'existe pas. Même en France, au temps les plus sombres de Jean-Marie Le Pen, il n'a jamais été interdit. On saisissait la justice quand il tenait des propos qui violaient la loi. Que l'on donne. Alors moi, cette notion d'ordre public, il ne faut pas que ça devienne un fourre-tout. Justement. Il faut pas que ça... Alors, qu'on autorise une première réunion ou une première manifestation du RDPC pour voir, du MRC, pardon, pour voir s'il y a des casses, pour voir s'il y a si. Aujourd'hui, est-ce qu'à Bafoussam, il y a eu des casses? Non, bien sûr. Est-ce que donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, au regard de toute cette foule qui entourait le président du MRC et sans les casses, est-ce qu'aujourd'hui le RDPC prendra acte et dira à ses sous-préfets plus d'interdiction? Ça devrait être ça la logique. Ok. Mais peut-être que l'ordre public n'est pas que celui qui régit les cases ou alors je sais plus. C'est quoi l'ordre public finalement au Cameroun? Comment est-ce que cela est défini au Cameroun? Parce que nous avons... Il n'y a pas une définition stricte. Même en France, le Conseil constitutionnel n'a jamais donné de définition stricte. Cela dépend des cas. Ça dépend des cas. La raison pour laquelle les gens ont toujours crié sur Manuel Valls quand il s'agissait d'interdire les spectacles de Dieudonné. Parce que où était le trouble à l'ordre public? Bien sûr. Si Dieudonné pendant ses spectacles... Finalement, le conseil d'État avait... Ben voilà, si Dieudonné pendant ses spectacles avait des propos antisémites, ben on saisissait la justice. Bien sûr. Alors, l'ordre public est devenu le fourre-tout au Cameroun pour dire... Et puis, non, c'est... Et puis, on ne peut pas... Un État de droit ne peut pas fonctionner sur la suspicion. Sur la suspicion, parce que là, c'est la suspicion. Et pour rejoindre ce que disait Joël tout à l'heure, c'est tout simplement... pour apposer une étiquette sur le MRC comme étant un parti tribaliste et un parti violent. C'est tout. C'est un schéma qui a été décidé, décrété, dans lequel ils sont, sauf qu'ils vont se retrouver face à un mur, parce qu'on a aujourd'hui l'exemple de Bafoussam. Alors, Maître Stéphane faisait tout à l'heure allusion au cas de Dieudonné, hein, donc le spectacle avait été interdit.
cela pourrait-il expliquer qu'au Cameroun, on puisse interdire également un meeting ou une réunion sur quelle matérialité? Je vous pose la question. Non, il y a un problème de matérialité. Donc, je suis de ceux qui ont manifesté au tout début de Dieudonné, lorsqu'il y a eu l'incident de TF1. Nous partions de bonne guerre, de bonne foi, en nous disant c'est un humoriste. Il est hors de question d'empêcher un humoriste de faire son métier. Mais après, nous nous sommes retrouvés face à un homme qui accumulait des incitations véritables à la haine. Là, c'est de l'antisémitisme. C'est pourquoi je parle de matérialité. Une fois que vous avez de la matérialité, vous ne pouvez plus... Dans le cas du MRC, on parle de violence. On parle du tribalisme. Vous l'avez où, vous? Moi, je vous pose la question. C'est pas... Je dis personne l'a vu. Personne l'a vu. Personne l'a vu. C'est pourquoi je parle de matérialité. Alors, si on n'a même pas des indices. On n'a même pas d'indices. Si on parle de tribalisme, dans ces cas-là, que le RDPC s'interdit aussi de manifestation, puis on a une matérialité à Ebolova. On a une matérialité à Ebolova. On a une matérialité à San Menima. Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes à casser tous les personnes, les Camerounais originaires de Fumba, les Bamoun? Et même, il faut quand même aussi apprécier que, c'est dire que le MRC est finalement un parti très légaliste, quelque part. C'est peut-être dû à son président. Parce que lorsqu'on regarde Bafoussam, on se dit, finalement, monsieur Kamto, le président Kamto n'a pas forcément besoin de déclarer une manifestation pour avoir de l'affluence. On remarquera quand même que toutes ces demandes de manifestation ont été chaque fois interdites et il allait au-delà de cette interdiction. Est-ce que c'est toujours été légaliste? Mais non, il allait au-delà. La marche pour laquelle il a été arrêté. Mais on ne l'a même pas laissé manifester. Si, je dis la marche de janvier. La marche de janvier. Elle était interdite, mais ils sont quand même sortis. Mais c'est le seul cas. C'est là où on arrive à ce que découvrir. Oui, mais c'est à ce que découvrir Augusta. Parce que qui est contre les guerres à ce moment-là? Ce sont ceux qui ont dit qu'ils sont contre les guerres. Ils ont reçu l'interdiction au moment même où ils étaient déjà sur le terrain. C'est ça. Donc, Célestin Djamel se fait tirer, par exemple. C'est à ce moment-là, quelques heures avant, qu'on leur formule l'interdiction. Bien sûr. Mais il y a des personnes comme Madame Gombe, Maximilien et d'autres, Jean-Marc Bikoko et d'autres qui sont héroïques entre guillemets de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe comme problème? C'est que si le MRC, à front renversé, et un certain nombre de formations politiques sont isolées, enfin ils vont isolément pour conquérir ces pans de liberté, il est évident qu'ils vont toujours buter contre un système qui est celui-là. Le problème de notre pays, est double. C'est que nous avons un ordre gouvernant, enfin, dont je reviens plus sur ça, on a fait ça à plusieurs reprises, mais une opposition qui se prétend comme telle, mais qui n'en est pas. C'est-à-dire que vous avez Roch-Marc Kaboré, Bénéwédé Sankara, Zéphirin Diabré qui combattaient Sankara, certains Compaoré, certains qui étaient même issus du pouvoir Compaoré. En l'occurrence, Roch-Marc Kaboré et Zéphirin Diabré, mais ils avaient peut-être que l'avantage, comme il y avait un statut de l'opposition, ils avaient un CI, ils se réunissaient là-bas. Si Compaoré est tombé, c'est aussi grâce au fait que l'opposition était compacte. Bénéwédé Sankara n'avait rien à voir idéologiquement avec Roch-Marc Kaboré. Rien du tout. Mais ils étaient ensemble. En Algérie, ni Chaoui, ni Touareg, ni Kabyle, ni Arabe, on a vu le résultat avec Bouteflika qui est parti. Au point où le président par intérim, le militaire aujourd'hui, les bras lui en tombent. Personne ne veut de ces candidats à l'élection. Il repousse systématiquement la date des élections et là encore, on est encore dans l'impasse. Soudan, etc. Bien sûr. Donc ça veut dire que le verre est dans le fruit concernant le Cameroun dans l'opposition. Comment ça se fait que Maximilien Gombe et les autres qui sont sur le terrain, le strict terrain des droits, le droit humain, de la conquête des droits humains, n'aient pas de touche véritable, structurelle avec tout ce monde de l'opposition? Au point où vous allez toujours aller buter. Moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui, il n'y a que le MRC seul qui soit au front pour cela. Alors que le SDF l'a subi. Nietzsche et Joshua aussi sont sortis récemment
ils ont subi. Tous le subissent. Tous le subissent. Ça veut dire que... Même Cabral l'a subi. Mais l'a subi. Ça veut dire donc quoi? La conclusion qu'on peut tirer, Gingassa, et voilà, et tout le panel, c'est quoi? C'est que donc ça veut dire que chacun va aller faire, je parle pas de show, parce que se faire tirer dessus comme Doki et N'Djamena, c'est pas le show. On risque sa vie. Ils ont fait 9 mois de prison. Donc, vraiment, chapeau bas à ce niveau-là. Mais on va dire quoi? Que structurellement, il faut que ça s'arrête. Parce que sinon, on va avoir la popularité qui va nous conférer la légitimité. Et ben c'est moi le leader. Et ben c'est moi qui donne le là. Et on va avoir des forces comme ça atomisées. Et vous allez avoir cette notion d'ordre public. Je rappelle que le général Oumar Odiam Yaya a écrit un bouquin. Un livre sur l'ordre public, justement. Et on disait à l'époque que c'était justement un livre qui permettait de sortir de ce tabou-là, de la notion d'ordre public fourre-tout. C'est-à-dire qu'un ordre public, et c'est un gendarme, donc il sait de quoi il parle. Et c'est un gendarme formé à l'école, dans le moule post-colonial. Ça semble aller de soi. En France, c'est la police qui a défini. Exactement. Eh bien, on se disait qu'à l'époque, c'était au milieu des années 90, au mi-temps des années 90, on se disait qu'à l'époque, eh ben, cette notion d'ordre public allait sortir de sa définition par le sous-préfet, subjective par le sous-préfet. Parce que le sous-préfet au Cameroun, l'ordre public pour lui, c'est que quand on est un parti politique, autre que le RDPC, on n'a pas droit à l'espace public. On n'a pas droit à l'espace public. On est déjà victime du soupçon. Du soupçon, c'est l'ère du soupçon, l'ère permanente du soupçon. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui structurellement, on n'en peut plus. L'opposition, si elle ne se tient pas. Vous vous rendez compte quand même que c'est Jean-Yves Le Drian, qui permet que Kanto, Cabral, Libye et les autres s'asseyent dans la même salle et que dans l'intervalle, ils ne se soient pas concertés pour quoi que ce soit. C'est quand même grave. Que ce soit l'ancien président du Chili, devenu pont de l'ONU, qui vienne au Cameroun, Michel Bachelet, pour réunir des opposants au Cameroun. C'est pas normal. On devrait avoir honte de cela quand même. Je sais pas, peut-être que je délire, mais je ne comprends pas comment il faut que ce soit une autorité, une instance étrangère qui débarque au Cameroun pour que les gens s'asseyent. C'est là toute la schizophrénie des Camerounais. Ils tapent sur l'apport extérieur et ils sont incapables de se mettre ensemble. Bien sûr. Ensemble. C'est incroyable. Ok, Augustin, je vous laisse rebondir si vous voulez rebondir. Une autre question que je vous pose déjà. On avance. Alors, lorsqu'on a constaté tout ce qu'on vient de dire ici, est-ce que vous avez un commentaire à donner à vos autres, enfin, on va dire, vos compatriotes des autres formations politiques de l'opposition, qui sont quand même disposés à aller aux élections, alors que ni le code électoral n'a été changé, ni même l'ECAM n'a rien proposé, et puis toute cette difficulté à exercer son activité politique, comment est-ce qu'on fait pour changer les choses dans ce contexte-là, tout en disant qu'on va aux élections, dont on peut déjà un tout petit peu prédire des résultats? Vous savez, nous c'est en 2000 qu'on a lancé les 6 conditions pour aller aux élections. En 2000. C'était élection à 2 tours, possibilité pour une personnalité de se présenter, 18 ans, qui a repris nos propositions. Nous c'était en 2000. Alors aujourd'hui, non mais aujourd'hui tout le monde, tant mieux d'ailleurs, on ne l'a pas fait pour dire continuer à se taper sur le ventre en disant c'est nous. Mais ce que je veux dire c'est que depuis 2000 nous posons ce problème-là et c'est dans la dernière période que ça a été effectivement amplifié, etc. Et donc c'est quand même invraisemblable que à l'époque déjà la classe politique ne se soit pas saisie immédiatement et qu'on ne se soit pas mis ensemble pour mener ce combat-là. On aurait pu le gagner, bien évidemment. Bon, donc on est effectivement dans une configuration où le sens de la solidarité, on ne l'a pas encore construite. On n'a pas réussi à la construire. Aujourd'hui, tel est en prison. Personne ne se manifeste pour dire mais c'est l'arbitraire, il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on assiège le tribunal, etc. Personne. Ça ne se fait pas. On sort des communiqués, nous on appelle à se rencontrer, et c'est dans notre culture politique, on l'a toujours fait, mais avec de très petites forces, effectivement, et pour cause, puisque tout est fait pour nous ostraciser, donc on est dans cette situation où, pour le moment, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de collectif. L'esprit collectif, c'est-à-dire que si c'est pas moi qui suis devant, le Messie, le Sauveur, celui dont le nom va briller, etc., on est dans ce schéma-là. C'est-à-dire que le schéma du pouvoir
en fait, en quelque sorte, se reproduit au niveau de l'opposition, des forces prétendument de l'opposition. Moi, très franchement, je ne veux pas cracher. On a la classe politique qu'on mérite, somme toute. Mais quand on regarde historiquement la nature de cette classe politique, beaucoup de choses peuvent s'expliquer. Parce que beaucoup de ces forces-là sont quelque part des excroissances du parti unique, pour beaucoup. Et du coup, avec une culture du parti unique, et du culte, la culture, avec le culte du chef, l'incapacité à travailler de façon démocratique, et puis une manière de... Le chef a raison, c'est lui qui décide. Nous ne fonctionnons pas comme ça, nous prenons nos décisions collectivement. Et un camarade, même s'il a 2 fois mon âge, même s'il a 2 fois moins que mon âge, c'est mon camarade et je respecte sa parole et il peut être responsable et je vais entendre ce qu'il me dit et je vais pas lui dire appelle-moi grande sœur ou appelle-moi grand-mère. Non, c'est mon camarade et il a voix au chapitre au même titre que moi. Et ça, cette culture-là, nous ne l'avons pas encore acquise. Hein. On reproduit de temps en temps, alors il y a une espèce de mélange de ce qui peut se passer peut-être au niveau des chefferies traditionnelles, sauf que quand ça arrange, on invoque les chefferies traditionnelles, sauf que quand il y a collusion entre le politique, comme le rappelait tout à l'heure Abdelaziz, quand il y a collusion entre le politique et la fonction de chef traditionnel, ça ne dérange personne, alors que théoriquement, ça ne devrait pas être. Il y a une raison à cela. Oui, bien sûr. L'UPC que tu représentes, vous avez une éducation politique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi, Félicité. Ce que je veux dire, c'est que moi, d'abord, deux choses. Je profite d'avoir le crachoir parce que mon frère Abdelaziz parle énormément et c'est toujours très intéressant. Mais j'en profite pour dire que je pense que, d'abord, il faut poursuivre le combat pour la libération des prisonniers. Hein, je pense à Mancho Bibixi, j'ai noté les noms, quelques noms comme ça. Wilfried, Paul Chouta, Ayoub Tabé et ses compagnons, Mamadou Mota et ainsi de suite. Il faut qu'ils soient libérés. La campagne doit se poursuivre. Certes, on a libéré Kamto et ses compagnons, mais la bataille doit se poursuivre. Il faut qu'on continue à marteler tout. À chaque fois qu'on a une once de possibilité de prendre la parole, il faut marteler. Ça, c'est d'un. De deux, je voudrais poser la question de un mois après le grand dialogue, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a un début de quelque chose? Parce qu'on va me dire un mois. D'accord, ok. Bon, voilà. Donc je lance un peu. Voilà. Donc ce que je veux dire, moi, très sincèrement, c'est pas. Moi, je suis pas du tout. Enfin, je crois que je suis venu plusieurs fois sur ce plateau. Je suis absolument pas dans. C'est pour ça que tu as l'esprit de ce plateau. Les questions sont celles. Donc on va laisser. Je suis pas dans un esprit partisan. Enfin, je veux dire, je suis pas dans une démarche partisane au sens où je suis là pour mon parti. Je ne parle que pour mon parti. Bien sûr, je parle aussi pour mon parti parce que j'ai choisi d'être dans ce parti et de le défendre et de porter ses propositions. Mais très sincèrement, je pense que si l'UPC Manidem aujourd'hui était légalisé et avait réellement voix au chapitre, je pense qu'on pourrait permettre d'élever très largement le niveau, très largement, et de poser les vraies questions du devenir de ce pays et des perspectives à apporter et à construire pour ce pays. Franchement. Écoutez, moi je vous laisse libre de répondre aux interpellations, aux questions plutôt de Augusta. Je voulais quand même dire que j'avais prévu d'inviter un représentant du MRC et malheureusement il n'a pas pu être là. Augustin Tchameni, qui m'écoute, il sait qu'il a été invité. Et souvent, je suis dans l'incapacité, dans la difficulté de poser des questions se rapportant à des partis politiques quand ils ne sont pas sur le plateau. Et c'est pour ça, par exemple, que la question que propose Augustin était celle que j'allais poser à Augustin Tchameni s'il était là. C'était celle de savoir pourquoi, depuis, parle-t-on peu des autres membres et sympathisants du MRC qui sont en prison. Et l'avantage, ce qu'on entend du MRC, c'est qu'il faut s'organiser pour aller aux élections. Bon, cette question, je vous le dis tout de suite, je ne l'avais pas prévue, puisque Augustin n'est pas là, mais vu que Augustin propose qu'on en discute, je vous laisse libre d'en discuter. Mais par contre, moi, je reviens sur la question précédente. Maître, vous avez soutenu un candidat, Maître Akere Mona.
des élections présidentielles. Moi, je voulais savoir ce que vous pensez-vous de cette situation où, malgré que rien n'ait changé, tous ces partis politiques-là, qui ont tous, on va dire de guillemets, pleuré, n'est-ce pas, des résultats que communiquait l'ECAM et que confirmait le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de ces partis qui décident d'aller aux élections alors que rien n'a changé? Alors, moi, je ne sais pas si Nao Dakeremoun a décidé d'aller aux élections. Hein. Je ne suis plus, je suis ça de très loin. Je ne sais même pas qui décide d'aller aux élections. Mais en même temps, moi, je dirais, comme mon père avait l'habitude de me dire, quand je boudais, je me mettais, j'allais jamais à table. C'était ma manière de bouder. Mon père me disait, si tu n'es pas à table, tu ne peux pas dîner. Je pense qu'à un moment, la politique de la chaise vide, est-ce qu'elle rapporte? Parce que il y a un combat pour les libertés. En laissant le RDPC avoir tous les députés à l'Assemblée, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Est-ce qu'il ne se refermera pas sur lui-même? Est-ce que ce combat ne s'avérera pas plus difficile? Je ne sais pas. Je n'ai pas la solution. Mais est-ce que la politique, on l'a vu un peu partout dans le monde, est-ce que la politique de la chaise vide paye? Surtout dans nos États. Surtout dans nos États. Et on a même vu en France avec le Front National. Aujourd'hui, le Front National se polie un peu parce qu'il est à l'Assemblée, parce qu'il est dans le jeu. Est-ce que, voilà, je ne sais pas, moi, j'ai pas de réponse à ça, mais je ne sais pas. D'accord, je laisse. Oui, non, juste, non, je veux pas. Non, juste sur ce petit point, sur ce petit point, excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, moi, féliciter, loin de moi l'idée de mener la politique de la chaise vide, mais par contre, de mener une bataille commune, conjointe, collective, de toutes les forces qui y ont intérêt, pour le changement du code électoral, pour au moins, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas une refonte absolue, mais qu'au moins on ait la garantie. Mais vous savez bien que vous n'aurez pas avant les élections. Est-ce que si tout le monde se met ensemble, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais tu sais bien que les intérêts sont divergents. Est-ce que ce n'est pas là aux élections, en essayant de créer, d'avoir des députés et d'être, pour reprendre l'expression de cet opposant gabonais au Gouligandé, de faire de l'entrisme à l'intérieur, de se battre à l'intérieur. Non. Alors, je laisse. Alors, je disais, c'est la question. Avant d'aborder cette question, je voulais rebondir sur une question qu'on a abordée sur le fait que les opposants au Cameroun n'arrivent pas à s'entendre sur un minimum, ce qu'on dirait un socle commun. Un socle commun sur les libertés fondamentales. C'est ça qui est quand même, quand on regarde ce qui se passe en Guinée actuellement, ils ne s'entendent pas sur les idées, ils ne portent pas la même philosophie politique. Mais ils s'entendent sur ce socle-là. C'est ça. Si au Cameroun, au moins, on en arrive à ça, c'est très important. Très important. Ça veut dire que, même moi, je suis aussi scandalisé. Là, je parle en défenseur des droits humains. De voir des gens qu'on défendait il y a encore quelques temps, de manière unanime, sans aucune réserve, pour leur libération, qui sortent et qui, pour certains, oublient carrément certains de leurs camarades qui sont encore dans les geôles. Et quelles geôles? Nous savons la situation qui se passe. C'est propre à la situation qui a poussé à ce que nous créions une organisation comme la nôtre. Parce qu'on a constaté que chez le Camerounais, il y a une culture, une forme de culture du crime politique qui s'est insérée dans l'inconscient des Camerounais. Tant que ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. Alors que l'arbitraire peut toucher tout le monde. Mais bien sûr, aujourd'hui on le voit. L'arbitraire peut toucher, que nos Camerounais prennent conscience. Le professeur Kamto, on en discutait une fois sur un autre plateau, on discutait de ça en disant, vous ne pouvez quand même pas aller à nos élections en niant ou en faisant comme si ce pays n'a pas de prisonniers politiques. C'est ça. Il y a un socle, c'est pourquoi je parle de socle. Donc, sur cette question-là, je réponds cette partie. Mais sur la partie, aussi, ça rejoint bizarrement aussi la question même de pourquoi ils vont aux élections. Parce que certains sortent de prison. Avant d'aller en prison, ils manifestaient pour le non au hold-up à l'élection présidentielle. Parce qu'un parti, c'est quand même aussi de la cohérence. Nous défendons le MRC sur les principes lorsqu'il est atteint sur
il ne peut pas manifester sur le reste, mais il faut quand même aussi dire que les signaux ne sont pas assez cohérents. Un parti qui manifeste à Paris encore, ils font des manifs non au hold-up électoral. Ça continue. Et on nous dit qu'il va maintenant aux élections législatives et municipales. Expliquez-moi. Pensant qu'il n'y aura pas de hold-up. Si ce n'est pas déjà reconnaître l'élection qu'il implicitement donnait l'élection qui donnait vainqueur. Le président Paul Biya. Il y a un problème là-dedans. D'accord, on va laisser. Il y a un problème là-dedans et je vais terminer. Et c'est là, ça touche fondamentalement à quelque chose qu'on ressent aussi dans la classe politique camerounaise, qui est que peut-être c'est une mauvaise interprétation que j'ai, c'est que nos pouvoirs étant finissants ou agonisants, le pouvoir à place, j'ai plus l'impression qu'on a affaire à des hommes politiques qui jouent à celui qui aura la primeur de remplacer celui qui est là. C'est pourquoi on n'a pas de solidarité sur le socle. Parce que chacun veut jouer sa carte avec le risque. C'est que le système ne changeant pas, il va reproduire. C'est pas une question d'homme. Non, c'est ça. C'est de système. C'est une question de système. Bien sûr. Même si vous avez le plus grand agrégé de droit qui remplace Paul Biya aujourd'hui, avec ce système-là, je ne sais pas s'il résistera aux sirènes. Déjà, on voit ce que sont les sirènes des militants du MRC. S'il saura résister au son de cloche de ces gens qui disent que c'est leur tour. C'est pourquoi je dis, la question que posait Augustin sur pourquoi aller à l'élection, pourquoi aller à l'élection sans poser des conditions sur le système électoral est fondamentale. D'accord. Alors, Abdelaziz, c'est une incohérence aujourd'hui de la part du MRC ou du PCRN de Kapalibi d'aller à cette élection alors que rien n'a changé au niveau du code électoral et que probablement rien ne changera. Non, le PCRN est un parti électoraliste, puisque l'émergence de son leader, Cabral Libi, s'est faite sur la question de la légitimité de l'élection comme mode d'accession au pouvoir, aux responsabilités. 11 millions de citoyens, que l'inscription sur les listes électorales. Et ce n'était pas une question de code électoral, ou que sais-je encore. Deuxièmement, c'est là encore on revient un tout petit peu à l'histoire, c'est vrai que on aurait pu penser que l'entrisme dont parlait Melzefman permettrait qu'il y ait même des ajustements à la marge, que les marges de manœuvre qui sont celles de l'opposition ou de la classe politique d'opposition de manière générale puissent permettre qu'il y ait des avancées. On observe qu'au Cameroun, cela ne se vérifie pas. Le processus de mise en place de la constitution actuelle, qui a duré de novembre 91 à décembre 95, parce que c'est après la tripartite que le document de base a été d'abord étudié par le professeur Rona dans le cadre de la commission Rona en 93 et en bout de ligne par Achidi Achou dans le cadre du comité consultatif constitutionnel. Donc c'est en décembre 95 que ça a été présenté au Parlement pour être adopté et promulgué le 18 janvier 96. Donc là on a une constitution qui en avril 2008 a été remaniée, a été retouchée sans que l'opposition puisse faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que les députés du SDF à l'Assemblée nationale en avril 2008 ne pouvaient rien faire contre la modification de l'article 6 alinéa 2 qui modifie les dispositions liées à la limitation du mandat. Donc la limitation des mandats, on l'a fait sauter sans que l'opposition... 92, l'opposition a eu le RDPC a eu 88 députés. L'opposition a eu un peu plus de 90 députés, puisqu'on est 180 députés au Cameroun. Et bien, au moment de composer la majorité, Dakolé Daïsala a rejoint le parti, parce que tout à l'heure, en dehors de notre débat, de notre échange, on a dit que le député, le ministre au Cameroun, c'est pour se conforter, c'est pour son village, c'est pour sa famille, c'est pour devenir un notable, quelqu'un. Donc Dakolé Daïsala, qui sortait de prison, ne pouvait pas aller mener une aventure avec des gens de l'ARC CNS, voilà, dans une histoire un peu incertaine. Il a préféré s'accrocher au serpent, comme Kodok, qui a rejoint cette majorité, comme Bello Bouba, autre retour d'exil, comme Tiroma, sorti de prison, etc. etc. Donc voilà le verre dans le fruit.
on continue, on peut prendre plusieurs exemples comme ça pour dire que, d'ailleurs, le SDF qui est régulièrement allé aux élections en 97 parce qu'ils avaient retenu, dit-on, la leçon de 92, n'étant pas allé comme l'UDC à l'élection en 92, ils avaient perdu les 25 députés du Nord-Ouest et l'UDC les 5 députés du Nord. Et quand ils sont allés en 97, donc de 97 à 2019, toutes les propositions de loi formulées par les députés SDF n'ont jamais été présentées au bureau de l'Assemblée nationale. Puisque l'ordre du jour, justement, appartient couramment au gouvernement et au président, au bureau de l'Assemblée nationale. Il comprend. Voilà. Il comprend tout simplement que la question, justement, d'être présent dans les institutions a ses limites à ce niveau-là. C'est ça. C'est ça. C'était pour expliquer que si au moins, effectivement, l'entrisme permettrait qu'il y ait des ajustements, la question du code électoral, l'Union démocratique du Cameroun, a présenté un projet de code électoral. Le Social Democratic Front a présenté sur la crise du NOZO. Le Social Democratic Front a fait une proposition de résolution sur la question de la double nationalité, etc. etc. Sur la question de la limitation des mandats à 5 ans, l'Union démocratique du Cameroun et d'autres partis, justement les fameux 5 ans renouvelables une fois, ont présenté cela dans notre pays. Mais le problème, c'est d'avoir la majorité qualifiée, d'avoir la masse critique pour que ça puisse être possible. Nous continuons de penser, quand je dis nous, c'est avec un certain nombre de Camerounais, Augustin venait de le dire tout à l'heure, que si l'opposition n'est pas assise autour des principes, de dénominateurs communs, on aura une trentaine de députés qu'on va concéder au MRC, 2 ou 3 au PCRN de Cabral Libye parce qu'il est jeune, parce que c'est pétillant, parce que ça fait renouveler. On va donner 2 ou à Bapoliporte, puisque Bapoliporte n'arrive pas à entrer au gouvernement. Bon voilà, on va le maintenir à Ezeka dans le Nord Ekele comme député. Et puis dans le Nord, il y aura 2 ou 3 UNDP, FSNC. Voilà. Donc on aura moins de 148 députés RDPC, bien moins de 148. On aura environ 100 députés RDPC et on aura 80 députés qui viendront du MRC et des autres partis. C'est vraiment comme ça que ça va se passer à l'élection législative et municipale. Sur les 360 communes, dont une 300aine est occupée par les membres du RDPC, il va y avoir 200 communes pour le RDPC et 160 que l'opposition va se répartir. Il y a des conseils municipaux mixtes. Voilà comment ça va se passer au Cameroun. Le problème étant que Maurice Kamto, Cabral Libye, Serge Espoir Matomba, Garga Amanadi Ndamdua ne s'asserront jamais. Kawala pour mettre sur Kawala, Joshua Oshi ne s'asserront jamais pour mettre sur la table un projet de code électoral. Parce qu'on imagine, on fait de la politique fiction. Si ça se passe comme ça, il y aura une dynamique populaire. Je vais vous surprendre. Les Camerounais sont dans cette culture d'attentisme, mais on voit que sporadiquement, il y a des mouvements. C'est ça. Il y a des jaillissements. Il y a des choses. Avec la question du candidat, il y a un frémissement. Avant que Froundi ne vienne stopper ça, il y a eu un frémissement. Donc ça veut dire que peut-être que les Camerounais espèrent qu'en se mettant autour de la table, qu'ils rêvent, qu'ils se disent, tiens, ces égoïstes-là, ils ont pu s'entendre sur quelque chose au moins une fois. Donc voilà ce que j'avais à dire. Tout à fait. Augustin, une lueur d'espoir, le grand dialogue national qui s'est achevé au mois de, en début du mois d'octobre. Le grand dialogue national s'est achevé, et puis là on constate qu'il n'y a toujours rien, et malgré cela, les partis de l'opposition continuent à motiver les Camerounais à s'inscrire massivement pour ces élections. Est-ce qu'il y a eu un espoir finalement pour que les choses changent un jour au Cameroun? Il y a eu un espoir. Enfin, peut-être pas dans la période récente. Moi, je pense le grand espoir qu'on a eu, c'était notamment au moment des conférences nationales et au moment où, malheureusement, une fois de plus, tout le monde a été roulé dans la farine avec la tripartite. Mais, et là aussi, évidemment, c'est la nature de la classe politique qui est, une fois de plus, à interroger. C'est-à-dire cette facilité à se laisser quelque part acheter, avec quelques postes de députés, des postes de quelques communes qu'on vous... Il y a pire, il y a quand même pire là-dedans, que j'avais déjà évoqué aussi avec le professeur Kamto, c'est que au moment de l'élection présidentielle, c'est que on entérine encore une fois une sécession de fait.
Ah, mais bien sûr, bien sûr. Oui, puisque c'est, on imagine que ils ne vont pas voter, bien sûr, et bien sûr. Et vous avez des ordres, et vous allez continuer, bien sûr. Continuer sur la même pente. Bien sûr, bien sûr. Comme si une partie du Cameroun, bien sûr, n'existe pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, non, j'avais pas tout fini parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que la question des libertés publiques, elle est essentielle. Je crois que l'émergence d'une nouvelle classe politique ne pourra venir que de là. Et c'est une classe politique qui va balayer la classe politique officielle actuelle. Parce que je sais que dans le pays, aux quatre coins du pays, il y a partout des gens qui réfléchissent au devenir et à l'avenir de ce pays, et qui font de la prospective, et qui ont des propositions, et qui ont des choses, etc., mais qui ne sont pas effectivement des partis officiels, reconnus, etc., ou qui ne sont même pas constitués toujours en forces politiques formelles, et ces forces-là, elles existent dans le pays, elles existent. Moi, je connais des Camerounais dans plein de coins du pays, aux quatre coins du pays, qui réfléchissent. Et je ne pense pas que ce soit les forces politiques actuellement en présence qui vont porter le changement, le véritable changement. Celui auquel nous aspirons, c'est-à-dire une rupture avec le néocolonialisme, la construction d'un Cameroun souverain. Où on construit une économie au service du peuple, où on a notre monnaie, alors pas forcément nous seuls Camerounais, il vaudrait mieux que ce soit une monnaie régionale bien évidemment, etc., où sur le plan culturel on fait de grandes choses, on réalise de belles choses, et il y a tellement de talent au Cameroun, il y a tellement de talent, et je suis convaincu que si on arrive à apporter ce souffle-là, y compris tous les gens qui sont là dans la diaspora et qui font plein de choses magnifiques, souvent, mais qui aimeraient bien rentrer et se mettre au service du pays, le feront. J'en suis convaincu. Même si c'est à moindre, c'est-à-dire même s'ils gagnent beaucoup moins que là où ils sont, je suis convaincu qu'il y a tout un potentiel qui est prêt à se mettre au service du pays si demain ça changeait dans ce pays. Alors, là, on est en train de... Je reste très optimiste en tout cas. La fin de notre mission. Maître Tchekman, on entend donc dire que il est de toute façon contre-productif. On a pu faire une espèce d'historique des participations des partis d'opposition aux élections, et à ce jour, on n'a rien vu. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu l'espoir en allant systématiquement à ces élections pour lesquelles les résultats sont presque connus d'avance? Moi, de manière générale, l'espoir au Cameroun, je le vois vraiment pas du tout. Je n'entrevois même pas un espoir. Il n'y a pas que sur les élections, je n'entrevois pas d'espoir parce qu'il y a une pesanteur dans ce pays qui fait qu'il faudra secouer le cocotier pendant longtemps pour qu'il y ait une éclaircie. J'avais pensé que le grand débat national puisse être un espoir, mais je me suis rendu compte que les résolutions qui avaient été prises avaient déjà été décidées avant la tenue du grand débat national. Il faut qu'on arrête de prendre les Camerounais pour des cons, et je pense qu'eux-mêmes veulent se laisser prendre pour des cons. Ils ont, ou alors ils ne connaissent pas leur histoire. Elle vient de rappeler la tripartite, comment les partis ont été roulés dans la farine. Mais ça a été la même chose avec le grand débat national. Maintenant, moi, pour les élections, comme je dis, la politique de la chaise vide, c'est pas trop ma tasse de thé. Si j'adhère totalement aux analyses d'Augusta et d'Abdelaziz et de Joël sur ce plan, ils connaissent mieux la vie politique camerounaise sur ce plan-là que moi, les différentes étapes et les conséquences que cela a eu. Maintenant, je pense que nous sommes tous d'accord que le véritable problème, c'est qu'il faut que les partis d'opposition se mettent autour du table pour créer un socle, peut-être pas granitique, mais un socle. C'est ça. Surtout pas. Comme on disait à l'époque le programme commun. Le programme commun, qui a porté Mitterrand au pouvoir, qui a permis que des majorités se constituent en France pour que des Chirac et d'autres puissent gouverner. Parce que je pense que ce qui les réunit est beaucoup plus fort que ce qui les divise, ne serait-ce que ce changement dont rêvent les Camerounais. Et là-dessus, Abdelaziz a raison, il y a un rêve. Il suffit de le saisir, de le transformer en réalité. Or non, chacun veut rêver de son côté pour dire c'est moi, c'est moi. C'est ça. On est dans un individualisme très très fort. Alors, toujours pour conclure, Joël Didier Ngo,
le grand dialogue national pour vous, c'est aussi une mélange. Il n'a jamais eu lieu. Une grande mascarade. Il n'a jamais eu lieu. Vous ne pouvez pas faire un dialogue sans les principaux protagonistes. C'est ça. Donc il n'a jamais eu lieu. C'est pas sur ça qu'on va débattre. Donc la réalité c'est ça. Au fond, nous sortirons d'ici sur un accord, c'est que il faut, au moins pour des démocrates, c'est d'entre eux qui sont véritablement démocrates, s'entendre sur un minimum. Le minimum, ce sont les principes de droit universel. Le minimum, ce sont des libertés fondamentales. C'est ça. On peut avoir des différences idéologiques. Ah oui. C'est normal dans une démocratie. Mais on s'entend sur un minimum. En France, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'entend sur un minimum. Et dans toutes les grandes démocraties, c'est ça qui fait la démocratie. C'est que les acteurs du jeu politique s'entendent sur un minimum. C'est-à-dire au Cameroun, on a régressé sur les libertés ces derniers temps. Oui. La répression a pris une telle ampleur que je rêve presque de voir des hommes politiques s'entendre sur ce minimum-là. On a touché à ce qui fait l'être humain. C'est Alice Combe qui le disait l'autre jour, et certains ont été étonnés. Le premier des droits de l'homme, c'est la vie. C'est ça. C'est la vie. Oui, tout à fait. Ça, c'est touché au Cameroun. On a banalisé la mort au Cameroun. Si on s'entend sur ce minimum-là, le reste, on peut construire. Donc même les résolutions qui ont été, enfin du moins les recommandations qui ont été faites au Grand Dialogue national, si demain venait à être implémentées, je suis incapable au moment où je vous parle de vous dire quelles sont les on n'attend pas. J'ai retenu comme vous un discours du sultan Bobo Dioya qui m'a éveillé, qui m'a redonné espoir en me disant que voilà un membre du comité central du bureau politique qui était hors sujet quand même. Même s'il était mais je pense que le sultan Bobo Dioya n'est pas venu. Je pense que cela lui a été dit. Mais avoir un homme qui est dans le sérail du Cameroun depuis les années 50, qui est l'ami personnel de Paul Biya, qui est le sultan des Bamoun, qui a autant de titres et autant d'autorité, dire ce que nous partageons. Et depuis des années que certains c'est bien, il a mis 20 ans à prendre les propositions de l'UPC Manidem. Et ça c'est bien. Il a porté une voix, ça veut dire que ça l'a influencé. Ça donne espoir. Et même si les gens du pouvoir disent qu'il était hors sujet, qu'il ne devait pas... Il a quand même dit. Là, quand on connaît la force du Premier ministre au Cameroun... Là, c'est un point positif. Pour le reste, franchement, le grand dialogue, il n'a pas eu lieu. C'était juste quelque chose de... Les frais de taxi à 3 millions de francs, c'est ça, d'après ce qu'on a dit. Le dialogue aura lieu lorsqu'on aura tous les protagonistes, y compris ceux qu'on ne veut pas, autour de la table. Bien sûr. Et qu'on parlera de la forme de l'État, parce que aujourd'hui, on ne peut plus en faire l'économie. Quand on écoute le président Biya a dit clairement, et puis Atanga dit qui est le... Non, mais moi, je veux bien que tu me prennes comme référence le président Biya, mais ne me prends pas comme référence Atanga. Il a repris les propos, il a repris la question du président, en disant que la forme de l'État, il n'en sera pas question dans le débat. Tu connais le dessin du chien avec écrit en dessous la voix de son mère. Non, je constate que le Premier ministre est allé quelque temps avant dans les régions du Nord et du Sud-Ouest, il a dit on parlera de tout. Et que quelques temps après, juste le lendemain, je crois, Atanga a dit on ne parlera pas de tout. La forme de l'État. Et sans vraiment faire offense au président de la République, à Paul Biya, je pense aussi que c'est générationnel. Oui. Franchement, on ne nous attendons pas à ce que Paul Biya nous dise qu'ils vont négocier sur la forme de l'État. Et puis, on ne peut plus en faire l'économie. Mais on ne fera pas l'économie de ça. Non, bien sûr, bien sûr. Et Abdelaziz a fait un truc très important là-dessus. Moi, je prends l'exemple de cette vidéo de ce député. Ce député parle en termes de son territoire. Nous avons eu tel à l'éducation de base. Vous ne pouvez plus. Bien sûr. Et puis, il faut qu'on arrête, qu'on se dise les vérités. Pourquoi ces gens-là veulent un État hyper centralisé? Parce que sinon, ça demande à ce qu'on revoie un peu les normes, les préfets, il faut les voter, il faut les renommer. Il faut appliquer la Constitution. Bien sûr, bien sûr. Tout simplement, ces gens-là veulent un État hyper centralisé pour assouvir leurs intérêts. Point barre. Bien sûr. Point barre. Comment peux-tu concevoir qu'il y a quelques années, tu étais retraité à 100 000, tu passes à 100 000 pour venir toucher ta retraite à Yaoundé?
Et quand tu arrives, on te dit... C'est la centralisation. Ouais, on peut te donner que 10 000. Parce qu'au passage, il y avait quelqu'un qui était passé pour Bien donner... sûr. Bien sûr. Ce n'est que ça qui les intéresse. Tenir le pouvoir, tenir les gens de Yaoundé. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, quand Yaoundé respire, tout va bien. On veut que les autres respirent aussi. C'est ça. Il faut créer une émulation entre les régions. Abdelaziz, pour conclure. Alors donc, 8 commissions, si on fait droit au dialogue national, si on fait droit à ce que le président Biya et son premier ministre ont organisé, 8 commissions avec un certain nombre de recommandations. Parce que je ne veux pas me tromper sur les termes, parce que voilà, la sémantique officielle au Cameroun est très précise. Recommandations. Ok, on a 2 commissions, celle de la décentralisation entre autres, qui nous dit statut spécial pour le Nord-Ouest Sud-Ouest. Il y a une session de l'Assemblée nationale qui va se tenir courant novembre. Donc, je pense, on laisserait penser qu'à l'occasion de cette session, on aurait les contours du statut spécial, du fameux statut spécial du Nord-Ouest Sud-Ouest. Okay. Le président Biya, Paul Biya, ayant dit que les recommandations étant liées à la faisabilité, à l'opportunité et aux capacités du pays. Donc, il me semble que sur les résolutions des 8 commissions, il y en a qui ne demandent pas de faisabilité, il y en a qui ne demandent pas de capacité du pays. Par exemple, il y a la commission sur le multiculturalisme qui a dit la fraternité intercommunautaire. Tiens, au lendemain du dialogue national, tiens, au lendemain du grand dialogue national, c'est qui s'est passé. Alors moi, je me suis demandé, mais qui détient l'ensemble de ces recommandations? C'est bien le Premier ministre. C'est-à-dire que si la fraternité intercommunautaire dépend de la faisabilité, dépend des capacités et dépend de l'opportunité, je ne sais plus ce que signifient les mots, parce que les mots ont un sens. Il y a des choses qui sont extrêmement pratiques. Tout à l'heure, Maître Zefman parlait d'appliquer la Constitution. L'État unitaire décentralisé qu'est le Cameroun a prévu en 1996 d'avoir des régions avec à la tête des exécutifs élus. Je parie que au Cameroun, si on avait eu des exécutifs élus dans le Nord-Ouest Sud-Ouest, ça aurait au moins atténué. Les gens auraient eu l'impression de commencer à maîtriser un tout petit peu leur destin, d'autant plus qu'ils avaient déjà cette culture là-dedans. Et de deux, attends, on nous a parlé du retour des réfugiés. Je me suis amusé à voir ceux qui étaient dans ces commissions-là, qui est allé dans un camp au Nigeria. Le Nigeria, c'est à 20 minutes de Bamenda et de Boya. Le Nigeria. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens sortent du dialogue national? Ils ont quand même eu un peu d'argent, puisqu'on leur a distribué des perdiennes. Mais ça coûte, entre Mouyouka et la première, et Umojok au Nigeria, ça coûte 10 000 francs CFA. Mais pourquoi ils n'y sont pas allés? Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la question de la représentation et de la notabilisation au Cameroun est plus forte que l'intérêt général et l'intérêt collectif. Et que si, au sortir du grand dialogue national, on avait commencé à voir que les gens culturellement, puisqu'ils n'ont pas voulu aborder la question de la réconciliation avec l'histoire, où est le corps de la dépouille de Mounier, elle est où? Est-ce que vous trouvez normal que à Fumban, chez lui, dans son pays natal, dans sa terre natale, que à Yaoundé, qu'à Douala, à Tiko, à Manfait, qu'on ne sache pas qui est Mounier, et que ce soit Georges Frêche qui lui ait fait l'honneur d'une rue à Montpellier, et que ce soit le président Sékou Touré qui est baptisé un lycée à Zérékoré, la deuxième ville de son pays, la Guinée-Conakry. Enfin, si au dialogue national, on ne parle pas de Oumniobé, regardez la tombe de Oumniobé, enfin, quand même, regardez à Bafoussam, avant qu'il y ait le glissement de terrain à Bafoussam, il y a la tombe d'Ernest Wandier qui a été exécuté en 71 et qui est là. Ce sont des enfants, des jeunes du CPMC, Collectif pour la mémoire au Cameroun, qui vont nettoyer, sacler tout le temps. Et André Blaise et Sama et d'autres personnes qui vont à Ezeka, à Boumniebel, voir la veuve et puis nettoyer la tombe d'Oumniebel. C'est quand même pas normal que le grand dialogue national se fasse sans qu'il y ait une minute de silence pour ces personnes-là. Non, mais donc, parce que le Cameroun, pour eux, commence à partir de 84 ou 82. De 82. Donc, en fait, le grand dialogue national, c'est qu'en faisant même droit à ce grand dialogue national, on demande que dans les recommandations des 8 commissions, qu'on essaye déjà d'implémenter celles qui ne demandent ni de capacité du pays, ni d'opportunité, ni de faisabilité. Voilà, ben merci. Ce sera dans le mot de la fin. Cette émission a pour terminer. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
bala bola ye